Bonjour, dans cette vidéo, c'est la deuxième vidéo dans la série des vidéos pour le chapitre 2 euh, sur les équations relativistes, dans lequel je vais particulièrement parler des équations de Maxwell. Euh, Bien évidemment, on va commencer avec les notions classiques des choses pour qu'on puisse après passer sur les formalismes relativistes et l'interprétation quantique par exemple d'une charge dans un champ électromagnétique. Donc pour commencer, vous savez bien les équations de Maxwell, vous les avez déjà vues dans vos cours sur l'électromagnétisme. Donc on a quatre équations de Maxwell qui représentent finalement, avec des calculs différentiels, les lois qu'on connaît déjà, donc la loi de Gauss, la loi d'Ampère. L'expression du gradient de B égale 0 veut dire qu'on n'a pas de charge magnétique. Ça provient du fait qu'il n'y a pas de charge magnétique, il n'y a que des dipôles magnétiques. Et puis cette relation de Faraday-Lorentz. Alors, dans ce cours, je ne vais pas m'étaler sur l'explication physique des équations de Maxwell. Je suppose que vous les connaissez. Bien évidemment, si vous avez des questions sur la compréhension de ces équations-là, ben, vous pouvez me les poser ou bien vous pouvez revenir sur vos cours d'électromagnétisme. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que les deux équations de Maxwell, ici notées équation 1 et équation 2, qui sont écrites en présence de densité de charge et de densité de courant, eh ben, on peut en tirer une équation qui s'appelle l'équation de continuité. Donc cette équation de continuité, c'est l'équation de continuité de charge, nous indique qu'il y a une relation entre la variation temporelle de la densité de charge, qui est un scalaire, et la variation spatiale du vecteur densité de courant. Pour obtenir cette expression-là, ben, il suffit de faire le gradient de l'équation 2, puis utiliser l'expression ici. Donc vous voyez bien, donc, gradient de E, ça rentre ici. Donc vous auriez ρ sur des ronds T. Et puis là vous auriez le gradient d'un rotationnel qui est égal à 0. D'accord? Donc c'est simple. Mais la physique derrière est très intéressante. D'accord? Donc remarquez bien que s'il y a une variation temporelle de la densité de charge, ça va avec une variation qui est opposée au changement spatial du vecteur densité de courant. Ça, c'est l'équation de continuité. On va y revenir à plusieurs reprises dans cette présentation. En fait, les équations de Maxwell ne sont pas nécessairement représentées avec les quatre formes que je viens de présenter dans les slides précédentes. En fait, il existe une représentation alternative, une notation si vous voulez, par ce qu'on appelle le potentiel scalaire et le potentiel vectoriel. Ce sont des entités qu'on définit pour les utiliser en représentation des équations de Maxwell. Pourquoi on fait ça? Donc ça, bien sûr, on est toujours dans le formalisme classique, et parce que ça va nous servir énormément dans la transition vers les formalismes covariantes, donc les formalismes relativistes. Donc on définit un potentiel scalaire qui dépend du temps et de l'espace, phi, et puis un potentiel vectoriel A, de telle façon que la relation entre les champs électriques et champs magnétiques et les potentiels scalaires et vectoriels sont donnés par ces expressions-là. D'accord? Donc, il est possible de vérifier que si on utilise les potentiels scalaires et vectoriels, les équations qui ne contiennent pas de charge, donc ces équations-là, équation 3 et équation 4, ben si on implémente en fait B et E dans leur format contenant A et Phi, on va voir que les équations sont satisfaites et ça donne encore 0. Donc je mets ça comme exercice, mais je vous laisse la possibilité de l'essayer vous-même. C'est juste du mathématique, mais ce qui est important, c'est que les potentiels scalaires et vectoriels permettent de satisfaire les équations de Maxwell. C'est pour cela qu'on les utilise d'ailleurs. Mais pour les équations
où on a des charges, on a une densité de charge, densité de courant, l'utilisation des notations en potentiel scalaire et vectoriel nous permettent d'avoir de voir les équations de Maxwell écrites sous ce format-là. D'accord? Pareil, hein, vous implémentez E et B avec les expressions données dans la slide d'avant, dans les équations de Maxwell, équation 1, équation 2. Très bien. Maintenant, un point à savoir très important et intéressant sur ces potentiels scalaires et vectoriels, le choix des expressions de ces potentiels n'est pas unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se peut que je trouve une autre fonction, une autre expression de potentiel scalaire et du potentiel vectoriel qui, de même, va me donner les mêmes satisfactions ou les mêmes compatibilités sur les équations de Maxwell. Et comment on choisit ça? On choisit ça dans ce qu'on appelle les transformations locales de jauge. Alors maintenant, on va se poser la question, mais c'est quoi une jauge? C'est quoi une transformation de jauge? Donc pour cela, permettez-moi de faire cette manip. Regardez. En fait, une jauge, si vous cherchez le nom dans le dictionnaire, imaginez par exemple, je vous donne un exemple pour comprendre un peu, pour rendre les choses un peu plus claires. Imaginez que vous avez une enceinte, d'accord, dans laquelle vous augmentez la pression d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas, vous avez une file ici que vous mettez d'une gaz. Et donc là, vous avez un système qui vous mesure sur des petites indications comme ça, qui vous mesure la pression. D'accord? Donc ça permet de mesurer ou de identifier mesure de pression. Pression. Et bien en fait, cet outil-là, qui permet de savoir ou de mesurer la pression, ça s'appelle une jauge. Donc c'est un moyen de, si vous voulez, mesurer quelque chose, de jauger quelque chose. Ça s'appelle une jauge. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire si je fais une transformation de jauge? Alors, toujours, je fais un exemple pour approcher les choses. C'est pas comme ça en mécanique quantique. Bien évidemment, on ne mesure pas une pression, mais juste pour faire une compréhension du concept. Si je fais une transformation de jauge, je vais utiliser une autre jauge pour mesurer la même chose. Mais maintenant, les indications sur cette jauge, ils sont différentes que l'autre. C'est-à-dire là, si je mesure ici une pression, on va dire qui est égale à P'. P' en barre. Alors que là, je mesure une pression qui s'appellera P, aussi en barre. Maintenant, c'est quoi le truc? L'idée, c'est qu'en fait, il y a une relation entre ces deux jauges. Cette relation peut être, par exemple, que P' mesurera P plus 5%, par exemple. Donc, c'est juste un scale qui est différent, si vous voulez. Donc, si j'ai cette relation-là, ça s'appelle la transformation de jauge. C'est difficile d'écrire avec ce logiciel, mais vous suivez ce que je dis. Donc, transformation de jauge. D'accord? C'est tout simplement l'idée. Alors, comment on va utiliser cette idée ici? Regardez. Sous transformation de jauge, qui donne une relation bien définie entre le potentiel scalaire mesuré dans un système, dans une jauge, phi', et ben c'est le potentiel scalaire mesuré avec l'autre jauge, moins 1 sur c d rond sur d rond t d'une certaine fonction xi de t arbitraire, mais qui est totalement différenciable selon t et x. Et puis la transformation de jauge pour le scalaire, pour le potentiel vectoriel, pardon, c'est celle-là, avec le gradient plus le gradient de cette fonction. Donc cette fonction, elle s'appelle qui, mais ça ne représente pas qui ou autre chose que vous connaissez comme affinité, etc. Non, c'est une fonction, ça peut être petit f, ce que vous voulez. D'accord? Alors ce qui est important, c'est qu'il est possible vraiment de démontrer que si on utilise ces expressions de phi' et a' maintenant, donc si vous mettez,
bon, je vais revenir ici. Si vous mettez au lieu de phi ici phi prime et au lieu de a ici a prime, vous allez avoir un champ qui est e prime. Et bien, ce que vous allez démontrer, c'est que si vous utilisez ces phi prime et a prime selon cette transformation de jauge qu'on vient de voir, et bien le nouveau champ e prime dans la nouvelle jauge va être égal à e. D'accord? Ce qui voudra dire que ce soit ce choix de phi ou ce choix de phi, si j'ai fait cette transformation de jauge, ben ça ne change pas le champ électrique et magnétique. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on dit que le choix de potentiel scalaire et vectoriel n'est pas unique, suivant les transformations de jauge définies ici. D'accord? Très bien. Donc toujours là, on est en classique. Dernière chose, avant de passer au formalisme covariante et les équations relativistes des équations de Maxwell, on définit ce qu'on appelle la jauge de Lorentz. Donc c'est aussi une relation entre les entités potentielles scalaires et vectorielles, qui est donnée ici. Mais maintenant, regardez celle-là bien. Et je veux revenir maintenant sur la toute première relation de continuité, l'équation de continuité. Regardez, on a 1 sur c d rond sur d rond t de ρ plus le gradient de j égale 0. Ça, c'est l'équation de continuité. Et bien, gardez ça dans votre tête. Et si on regarde maintenant la condition de jauge de Lorentz, ben c'est 1 sur c d rond sur d rond t de phi, qui est scalaire, comme ρ, plus sigma a, qui est comme j, vecteur, ou nabla, pardon, égale 0. D'accord? Donc ça voudra dire que ρ et a, c'est comme le potentiel scalaire et vectoriel d'ailleurs, dans la jauge de Lorentz. Donc dans la jauge de Lorentz, donc si on a cette condition, d'accord, les équations de Maxwell qui contiennent la densité de charge et la densité de courant, donc l'équation 1 et 2, on peut voir et on peut démontrer en fait que ça peut se découpler, c'est-à-dire on aura à partir de ces deux équations, on aura deux autres équations, mais qui sont des équations d'onde, en phi et en a. Vous voyez, en fait 1 sur c2 d rond carré sur d rond t carré moins le Laplacien qui s'applique à quelque chose, ben ça s'appelle l'opérateur onde. Et ça, vous devez le connaître. Vous devez le connaître en mécanique quantique, par exemple. Hein. Donc ça, c'est un opérateur onde. Ça, attendez, je vais faire. Ça, c'est l'opérateur onde. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un sens physique très intéressant derrière ces équations. D'accord? Donc là, c'est aussi calculable, c'est pas difficile. On va aussi le passer en exercice. Mais finalement, on a une onde. Si vous voulez, c'est comme si cette équation nous dit que la densité de charge, s'il y a des charges, la densité de charge selon les équations de Maxwell est égale à une onde qui se propage du quoi? Du potentiel scalaire. Donc quand j'ai dit tout à l'heure que cette équation ressemble à l'équation de continuité, eh bien la liaison, si vous voulez, entre ρ et le potentiel scalaire, c'est que finalement ρ, c'est la propagation d'une onde en potentiel scalaire. Et pareil pour J. C'est comme si J, vecteur, c'est une propagation d'une onde en potentiel vectoriel. D'accord? Donc tout ça, c'est le dynamique, c'est l'électrodynamique, c'est les dynamiques des charges, c'est la dynamique des champs électromagnétiques. Et bien maintenant, si on va parler des dynamiques, de l'électrodynamique relativiste, ou l'électrodynamique quantique relativiste d'ailleurs, que vous allez voir beaucoup plus en détail l'année prochaine. Et l'électrodynamique quantique relativiste, c'est l'une des théories les plus puissantes, pour laquelle Richard Feynman a eu son prix Nobel d'ailleurs. Pas parce qu'il l'a découvert, c'est parce qu'il a pu l'expliquer très facilement. Donc, regardez. Vous avez vu dans le chapitre 1 que si on a un fil dans lequel il a une densité de charge, mais que ces charges-là sont au repos, et bien si on regarde ce même fil et cette même densité de charge
mais du point de vue d'un repère qui se déplace à une vitesse v par rapport au premier repère, eh ben, dans le second repère S' en déplacement, eh ben, un observateur verra qu'il y a une densité de charge qui est un peu différente à cause de la contraction de longueur, et il verra aussi un courant, ou une densité de courant. Et on a défini à ce moment-là, pour en fait régler ces transformations de Lorentz entre les repères, ce qu'on a appelé le quadrivecteur densité de courant, J mu, dont la composante temporelle est ρ, et la composante ou c'est ρ, ça dépend des notations. Donc en fait, dans le premier vidéo, j'ai mis c'est ρ. Ici, je mets ρ, mais ça va apparaître ailleurs, en fait, le C, c'est la même chose. Et J, ça forme la composante spatiale, ou les composantes spatiales de J mu. Maintenant, pour ceux qui sont en train de suivre, si vous êtes en train de prendre des notes, ou si vous revenez en arrière dans la vidéo, vous allez voir qu'en fait, il est possible que l'équation de continuité s'écrira sous sa forme covariante par le quadrivecteur gradient d'Héron mu appliqué à J mu égale à 0. Pourquoi? Parce que regardez, donc, comme j'ai promis, je vais revenir sur l'équation de continuité. Et bien ça, 1 sur C d'Héron sur d'Héron T plus nabla, et bien ça c'est le quadrivecteur gradient, ρ mu, qui s'applique sur quoi? Et bien qui s'applique sur J mu, qui est ρ J. D'accord? Donc c'est relativement facile à voir si vous notez les choses sur un petit bouquin ou ce petit notebook pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo. D'une même manière en fait, si vous voulez, parce que phi et a, ils obéissent à cette expression de jauge de Lorentz, qui elle d'ailleurs, si vous voyez bien, c'est aussi l'opérateur. Donc regardez, je vais le noter comme ça. Ça c'est aussi l'opérateur, si vous voulez, d'Héron mu. Et là, j'ai phi qui est la côté temporel et a qui est le côté spatial. De quoi? De a mu, qu'on va définir comme quadrivecteur potentiel. Et voilà. Donc ça, c'est le quadrivecteur potentiel phi a. Donc a mu, c'est phi a. Et bien, les équations d'onde. D'ailleurs, avant de faire ça, je vais passer rapidement sur la jauge de Lorentz. Donc, il est facile maintenant de voir, d'après ce que je viens de dire, c'est que dans la jauge de Lorentz, l'application du gradient quadridimensionnel sur A mu, ou A nu, donc d'Héron mu A nu, est égal à 0. Et donc les équations d'onde pour le potentiel scalaire vectoriel qu'on vient de voir tout à l'heure, donc ces deux équations-là, eh bien, ils sont obtenues par le Alambertien, celui-là, parce que celui-là, c'est 1 sur C2 d'Héron carré sur d'Héron T carré. Ça, ce n'est rien d'autre que d'Héron mu, Vous allez regarder votre handout ou vous allez regarder votre vidéo du premier chapitre. Et bien ça quoi ça? Elle a quoi comme composante? Il a 1 sur C2 d'Héron carré sur d'Héron T carré, hein, etc. Puis l'autre c'est moins ou plus, ça dépend du contravariant ou covariant, Laplacien, delta. Alors, regardez. Ça c'est 1 sur C2 d'Héron carré sur d'Héron T carré et delta. Et donc, puisque ça s'annule, d'accord? Donc, l'application de l'Alambertien sur A mu est égale à J mu. Donc, côté temporel, ça sera en ρ, ça sera la première équation. Et à la côté spatial, ça sera en A, ça sera la deuxième équation. Il y a J, pardon. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est les équations qui se sont induites des équations de Maxwell en A et phi, mais dans leur format contravariante ou covariante. On va tout à l'heure voir le format covariante des équations de Maxwell. Et ça nécessite la définition dans ce qu'on appelle le tenseur électromagnétique. En anglais, ça s'appelle le field strength tensor. Et bien en fait, les composantes du champ E et B, ils sont liés.
dans l'espace-temps de Minkowski par un tenseur antisymétrique qu'on appelle F mu nu. Donc ce tenseur électromagnétique, en fait, c'est une dérivée extérieure du quadrivecteur potentiel. Donc en fait, si vous voulez, c'est le gradient d'éron sur d'éron mu et d'éron sur d'éron nu, si vous voulez, de A nu et A mu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas prétendre qu'on va faire la mathématique de ça, parce que c'est relativement compliqué et ce n'est pas nécessairement notre but ici. On va plutôt essayer de voir derrière cette équation-là, cette expression, on va essayer de voir la physique qui est derrière, conceptuellement. Ben, vous voyez, F mu nu, c'est une relation entre les composantes de E et les composantes de B. Alors que les composantes de E et B sont liées physiquement par le champ électromagnétique qui est finalement comme la lumière. Donc on connaît très bien en fait que les deux champs sont perpendiculaires, que leur vitesse est constante et invariante de Lorentz, n'est-ce pas? Donc il y a quand même une relation qui va être entre ces deux champs qui doit, à cause de l'invariance de la vitesse de la lumière et à cause du fait que ces deux champs seront toujours perpendiculaires dans n'importe quelle référence de Lorentz ou référence inertielle, ben, il faut qu'il existe une entité qui est aussi invariante de Lorentz. Donc, si vous voulez, c'est la variation par rapport à la position quadridimensionnelle du champ vectoriel, du potentiel vectoriel. C'est cette variation spatio-temporelle qui va nous donner le champ électromagnétique. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais dans ma tête, moi j'imagine le champ électromagnétique comme étant deux ondes et qui changent dans le temps et dans l'espace. Parce que le champ électromagnétique finalement c'est une perturbation, ou la lumière, pardon, c'est une perturbation du champ électromagnétique. Dans le champ électromagnétique, quand ça se propage dans le temps et dans l'espace, donc sa variation par rapport au quadrivecteur position, parce que le quadrivecteur position, ça contient la variation temporelle et la variation spatiale, et bien cette variation, ça devra nous donner le champ électromagnétique. D'accord? Donc moi je vois ça conceptuellement derrière cette expression. C'est pas du tout la mathématique qui est derrière. Donc ce qu'il faut qu'on sache, c'est que ce tenseur électromagnétique, il est représenté dans son format contravariant. F mu nu égale ça, quoi. Donc on a le champ électrique, ici positif, ici composante négative, puis on a la diagonale égale à 0, et on a ici l'antisymétrie. Vous voyez, donc E moins 1, E1 moins E1, moins E2, E2, etc. Et son format covariante, ben en fait, les composantes de B ne changent pas, mais c'est les composantes de champ électrique qui changent de signe. Le produit scalaire, donc si vous faites le produit scalaire de ça, ça nous donne 2b au carré moins 1 au carré. Donc le produit scalaire, ça devrait être une invariance de Lorentz. Donc ça, c'est une invariance de Lorentz. On n'est pas responsable de le calculer, hein, si vous voulez, parce que c'est le calcul matriciel qui est relativement long, mais il faut le savoir. Maintenant, on vient sur la partie, si vous voulez, conclusion de tout ce travail, c'est mais comment on écrira finalement, après qu'on a écrit toutes ces relations covariantes entre les différentes potentiels scalaires, potentiels vectoriels, quadrivecteurs, potentiels, quadrivecteurs, densité de courant, etc. Comment on écrira les équations de Maxwell, les 4 équations qu'on connaît classiquement, en format covariant, donc en format relativiste? Et bien, les deux équations ici, si vous voulez, qui contiennent la densité de charge et la densité de courant, sont liées par cette équation covariante qui fait intervenir le tenseur électromagnétique. Donc, d rond mu, F mu nu égale J nu. Aussi, vous n'êtes pas responsable, on n'est pas responsable de faire le calcul ici, parce que c'est de la mathématique qui est longue et dure. Ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir la physique derrière. D'accord? Donc, il faut se souvenir que finalement, ici, il y a la partie temporelle.
La partie temporelle du gradient quadridimensionnel appliqué au tenseur électronique va nous donner ρ, et ça va être, si vous voulez, le nabla des composantes E. Et puis, l'application spatiale va nous permettre d'avoir J, qui est la composante spatiale de J nu. Et là, c'est encore plus bizarre, si vous voulez, mathématiquement. Donc, il faut juste la savoir. Donc, vous le prenez comme une information. Mais ces deux équations, là, on ne parle pas des charges, donc on parle du champ magnétique, donc on est magnétostatique, si vous voulez. Et bien, en fait, cette identité, qui s'appelle identité, enfin, ça ressemble à l'identité de Jacobi d'ailleurs. Donc, en fait, remarquez bien, on a d rond mu contravariante, f nu rho. Donc là, on a trois indices, mu, nu et rho. Et après, ça fait le tour. Donc maintenant, c'est nu qui vient ici, après rho et puis mu. Donc c'est d rond nu, f rho mu, plus d rond rho qui vient ici, mu et nu, f mu nu égale à 0. Il est possible d'ailleurs, en utilisant ça, en absence de charge, de démontrer que ça égale à 0. Et en faisant un abaissement des indices. C'est-à-dire vous introduisez le métrique, vous allez abaisser les indices et vous remontez à ça. Très bien. Maintenant, on passe dernièrement sur un cas, si vous voulez, que je dirais c'est de l'électrodynamique quantique relativiste. Pourquoi? Parce que là, on est en train de regarder le mouvement d'une charge dans un champ électromagnétique. D'accord? Mais on va le regarder et on va le traiter du point de vue des équations relativistes. Donc vous savez bien en fait que si on a une charge, un électron par exemple, ou une charge Q qui se trouve dans un champ électrique et magnétique, on a ce qu'on appelle la force de Lorentz qui lui est appliquée, qui est F égale Q E plus V vectoriel B. Donc qui implique la vitesse de la particule dans le champ électromagnétique. D'accord? Alors maintenant, je n'ai pas écrit tout ce traitement que je vais le dire. Ça ne m'intéresse pas de le développer parce que c'est du classique et c'est pas le sujet, mais je vais le dire, d'accord? Et pour ceux qui y sont intéressés, je peux vous donner le lien vers une référence que vous pouvez regarder. Mais, donc une particule chargée dans un champ électrique magnétique, il y a la force de Lorentz là-dessus. Il y a deux moyens pour chercher son équation de mouvement, d'étudier son mouvement classiquement. Soit on fait la loi de Newton, donc F égale dp sur dt, soit qu'on fait le Lagrangien. Ou bien, quand on parle du Lagrangien, c'est-à-dire on parle des équations de Euler-Lagrange. Donc si on cherche les équations de Euler-Lagrange classiquement, et puis on les compare à F égale dp sur dt, on va remonter à une expression du Lagrangien qui va satisfaire ces équations du mouvement pour une particule chargée dans un champ électromagnétique qui est de cette forme-là. Q moins phi plus V produit scalaire A. Avec phi et A, c'est le potentiel scalaire et le potentiel vectoriel qui représentent le champ électromagnétique. Et quand on passe au Lagrangien covariant, dans sa format covariante, vous savez bien que on a déjà vu que le Lagrangien en format covariant est donné par moins mc2 sur gamma, où le radical de umu est égal à c. Et là, on a une deuxième force, d'ailleurs. Il y a la partie qui vient maintenant comment on appelle ça, du champ magnétique aussi, de la présence du champ magnétique, donc la V vectoriel B. V vectoriel B, oui, voilà. Et bien là, on a umu, amu, d'accord? Donc on a E, ou moins E, donc c'est la charge. Bien sûr sur gamma, parce que gamma, elle, est covariante, ou invariante de Lorentz, donc c'est là que gamma apparaît. Puis sur C, c'est parce que tout simplement, le C qui vient d'ici, c'est parce que moi, quand j'ai pris le tenseur électromagnétique, j'ai mis E1, E2, B1, B3, alors qu'en fait, dans certains bouquins, vous allez trouver sur C. Et si ça, c'est divisé sur C ici, eh ben le C n'apparaîtrait pas là. D'accord?
Voilà. Donc ça donne le Lagrangien de la particule ou d'un électron, donc une charge, dans le champ électromagnétique, mais ça c'est le Lagrangien covariant, relativiste. Bien évidemment, la particule maintenant, c'est quantique quand même. Donc, pour chercher son équation de mouvement, vous pouvez appliquer les équations de Euler-Lagrange dans leur format covariante, qu'on a déjà vu dans le chapitre 1. Donc vous aviez des ronds sur des ronds T de gamma L, etc. Et vous utilisez cette expression de L. Gamma L, vous l'avez ici. Si vous faites les équations d'Euler-Lagrange en utilisant cette expression de Lagrangien, vous allez trouver que dp mu sur d taux, ça va apparaître dans le calcul. Donc moi aussi, je fais ça comme exercice plus tard. Ça sera E sur C, F mu U mu. Donc vous voyez bien que, si vous voulez, la force, le quadrivecteur force, c'est la charge multipliée par la vitesse quadrivecteur et le tenseur électromagnétique. D'accord? Voilà. Donc ça nous donne un exemple de l'utilisation des équations relativistes dans ce cas de Maxwell, représentées par le tenseur champ électromagnétique, pour étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ électromagnétique. Voilà. Donc ça termine notre vidéo, puis après il nous restera d'autres équations relativistes de Dirac et de Klein-Gordon qu'on verra dans une ou deux vidéos encore sur le chapitre 2. Merci.